Bonjour, bonsoir, dépendamment du moment où tu m'écoutes. Donc, dans la troisième capsule, je veux d'abord revenir sur ce que c'est des contraintes. On en a parlé dans la première capsule, donc je reviens là-dessus. Donc, allons-y. Nous allons avoir. Oups, pardon, je me suis trompé de bord. Voilà, on appelle ça un blooper. Donc, OK, une contrainte linéaire, qu'est-ce que c'est? C'est une condition restrictive imposée à une ou des variables et qui est représentée par une inéquation. Donc, une contrainte, en réalité, c'est tu cherches une inéquation à partir d'une phrase, d'un énoncé. Donc, par exemple, la somme du quadruple d'un premier nombre avec le triple de second nombre ne doit pas dépasser 40. Donc, la somme du quadruple d'un premier nombre avec le triple d'un second nombre ne doit pas dépasser 40. Donc, ici, ça va être une contrainte non pas juste à une variable, mais à deux variables. Donc, ma première variable, c'est le premier nombre. Ma deuxième variable, c'est le second nombre. Ce sont mes deux inconnus. Donc, j'ai marqué x2 points, le premier nombre, y2 points, le deuxième nombre. J'ai identifié mes deux variables. Donc, la somme du quadruple du premier, donc le quadruple, ça veut dire que je multiplie par 4 le premier nombre et je fais la somme, donc l'addition, avec le triple du second nombre, donc plus 3y. Donc 4x plus 3y. Et ceci ne doit pas dépasser 40. Ne doit pas dépasser 40, ça veut dire, est-ce que c'est plus petit que 40 ou c'est plus grand que 40? Est-ce que c'est plus petit ou égal à 40 ou plus grand ou égal à 40? Donc, ne doit pas dépasser 40, ça veut dire, ça doit être plus petit. Est-ce qu'il peut être égal? Oui. Donc, ça veut dire que c'est inférieur ou égal à 40. Donc, j'ai tracé, donc j'ai trouvé ma première inéquation, ma première contrainte. Je vous parle maintenant de la contrainte de non-négativité. Donc, c'est les variables ne peuvent être négatives dans certains contextes. Donc, dans mon contexte ici, ça se peut que mes nombres soient négatif, ça se pourrait, mais dans des problèmes souvent de la vie courante, souvent on va éliminer les valeurs négatives. Exemple, si je parle de temps qui passe, je n'irai pas avec des temps négatifs, je n'irai pas avec un coût d'un objet, etc. Donc, il y a des valeurs qui ne seront pas négatives. Alors, à ce moment-là, on mettra des contraintes de non-négativité. Par exemple, le prix d'un iPhone est supérieur au prix d'un Samsung. Je ne sais pas si c'est vrai, mais bon, c'est un exemple que j'ai trouvé comme ça. Donc, je vais comparer les deux. X, c'est le prix d'un iPhone et Y, c'est le prix d'un Samsung. Si je voulais mettre ça dans un graphique, qu'est-ce qui se produirait? Donc, d'abord, je me pose la question, est-ce que le prix d'un iPhone peut être négatif? Est-ce que quand tu rentres dans un magasin, tu vas dire combien coûte votre iPhone, il va te dire, je vais te donner 40 si tu le prends. Donc, ça veut dire le coût moins 40. Donc, c'est à toi, comme acheteur, ça te rapporte 40 dollars. C'est impossible. Donc, je vais dire, OK, le coût d'un iPhone, ça ne peut pas être négatif. Donc, je fais la contrainte de non-négativité. Ça veut dire que x plus grand ou égal à 0, c'est comme si, donc oublie pas, on a vu ça dans l'une des capsules précédentes, si j'ai x plus grand ou égal à un nombre, ça me donne une droite verticale, donc quand x vaut 0, et si je veux les valeurs plus grandes que 0, ça veut dire que je vais aller vers la droite. Donc, inéquation numéro 1, identifiée ici par l'inéquation numéro 1. Même chose pour le prix d'un Samsung, donc le prix ne peut pas être négatif, donc je mets ma contrainte de non-négativité. Là, ici, c'est la forme Y plus grand à un nombre, donc c'est une droite horizontale vis-à-vis Y vaut 0. Donc, ça, en fait, c'est l'axe des X. Donc, X plus grand que 0, c'est l'axe des Y, puis Y plus grand que 0, c'est l'axe des X. Donc, deuxième inéquation, je veux les valeurs plus grandes, donc Y, c'est vers le haut, ce qui veut dire que dans le fond, je vais travailler dans mon graphique uniquement dans le premier cadran. Donc, cadran numéro 1, ici, les deux valeurs de X et de Y seront toujours positives. Donc, on élimine le cadran numéro 2, 3 et 4. Je vais travailler juste dans cette section-là. Donc, les contraintes de non-négativité, c'est tout simplement, comme je disais, de dire qu'on travaille dans le premier cadran. Premier cadran. Voilà.
Maintenant, le prix d'un iPhone est supérieur au prix d'un Samsung, ce qui veut dire que le X est supérieur, donc est plus grand qu'au prix d'un Samsung, donc est plus grand que Y. Donc ça ici, ça va me donner une droite pointillée parce que je n'ai pas de égal. Tu considères comme si c'était X égale Y, donc tu pourrais trouver des valeurs, ça donnerait le couple 0, 0, 1, 1, 2, 2, etc. Donc tu traces ta droite, ici pointillée parce qu'il n'y a pas d'égal. Et là, ben, tu regardes le Y quand il est isolé et lorsqu'il est positif, donc ton Y isolé positif est du côté du plus petit, donc ça sera d'assurer vers le bas. Donc, je me mets mes deux petites flèches pour dire, OK, je veux juste la section qui est en bas de cette droite-là. Donc, voilà ce qui ferait que si je vais chercher l'intersection de tout ça, donc mes coûts solutions seraient situés dans la zone bleue ici, c'est-à-dire en bas du pointillé, à droite de ma droite X plus grand que 0 et en haut de ma ligne verte. Donc, c'est la zone ici qui continuerait jusqu'à l'infini et plus loin encore, comme dirait Buzz Lightyear dans Histoire de joie. Résoudre un système d'inéquations linéaires, je vous ai montré ça aussi l'année passée pour ceux qui m'ont eu comme enseignant. Donc, ce sera de déterminer plusieurs inéquations dans un même plan cartésien. Donc, ce sera de trouver tous les couples XY du plan qui satisfont chacune des inéquations du système. Et dans un système, on n'aura pas nécessairement que deux inéquations, on pourra en avoir plusieurs. Donc, tout d'abord, il faudra tracer le graphique de chaque inéquation, donc en isolant le Y, puis de assurer le demi-plan, donc à savoir si c'est vers le haut, vers le bas, à gauche, à droite, dépendamment de quel type d'inéquation on a. Ensuite, il faudra déterminer l'intersection des deux demi-plans, donc qui va former un polygone de contrainte ou une figure fermée ou non fermée. Donc, ici, j'ai quatre inéquations. Donc, j'ai un système d'inéquations. J'en ai pas juste deux, j'en ai quatre. Et ici, on reconnaît les contraintes de non-négativité. Donc, x plus grand ou égal à 0, y plus grand ou égal à 0. Donc, ça veut dire que je vais travailler uniquement dans le premier cadran. Donc, on va y aller avec, bon, je vais débuter par tracer l'inéquation, représenter l'inéquation numéro 1 avec 4x plus 6y est plus petit ou égal à 28. Donc, qu'est-ce que je fais? Bon, pour chacune des équations, je vais isoler le y. Si c'est déjà fait, ben, je passe à l'étape suivante. Donc ici, mon y n'est pas isolé, donc je vais m'arranger pour le faire. Donc, pourquoi ça me donne y plus petit ou égal à moins 4x plus 28 sur 6? C'est que j'ai pris le 4x, je l'ai traversé de l'autre côté, il a fait moins 4x, et ensuite j'ai divisé partout par 6. Bon, ici, est-ce que tu dois simplifier le moins 4x avec le 6 et le 28 sur 6? Je te dirais, ce n'est pas obligatoire. Je n'exige pas ici d'avoir une solution simplifiée parce que tu vas voir que sur la calculatrice, ce sera la façon dont on l'écrira. Parce que moi, ce qui est important, c'est le visuel. Donc, c'est le graphique de cette inéquation-là qui va m'intéresser. Donc, après ça, qu'est-ce que je fais? Je prends les coordonnées. Donc, je vais faire apparaître ma calculatrice. Voilà. Et ce que je vais faire, je vais entrer cette inéquation-là, mais vous savez, on n'entre pas des inéquations, on va plutôt entrer des équations. Donc, je fais comme si c'était un égal. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais dire y égale. Et on va écrire, donc ici, pas besoin de le simplifier. Par contre, tu as remarqué, j'ai mis une parenthèse au terme d'en haut, ce qui veut dire, c'est comme ça que je vais la rentrer sur ma calculatrice. C'est pour te faire penser que sur la calculatrice, c'est de cette façon-là que tu devras l'écrire. Donc, je vais ouvrir ma parenthèse. Donc, c'est moins 4x, donc le x qui est à côté de alpha. Donc, moins 4x plus 28, ferme la parenthèse, et le tout divisé par 6. Donc, ça va être ma droite frontière que je vais trouver avec ces coordonnées-là. Donc, tu vois l'importance de mettre les parenthèses, c'est que si je n'avais pas mis de parenthèse sur ma calculatrice, le 6 aurait divisé uniquement le 28, mais pas le moins 4x. Donc, pas besoin de simplifier. La calculatrice, simplifiée ou pas, elle va te donner les bonnes coordonnées, évidemment, si tu rentres la bonne inéquation. Je vais donc voir la table de valeurs et encore une fois, je vais choisir les coordonnées qui arrivent juste que tu vas placer maintenant dans le graphique.
C'est plate, je me trompe de bord. Donc ici, je vais chercher juste les coordonnées qui arrivent, juste, je les place. Bon, ici, c'est comme si je ne savais pas encore que c'était les contraintes de non-négativité, donc je ne sais pas encore que je travaille dans le 3, cadran 2, 3, 4. Fait que là, ici, je l'ai mis qui traverse tout le graphique. Donc, je trace mes 2 points. Donc, c'est une ligne pleine, assurée vers le bas. C'est ce que ça me dit comme inéquation. Je prends la deuxième inéquation. Donc, encore une fois, j'utilise ma calculatrice. Donc, je prends ma calculatrice, j'écris cette inéquation-là. Ici, je sors de ma table de valeurs. Y égale, j'efface celle-ci. Donc, Y égale 2x moins 6. Donc, 2x moins 6. Je suis prêt maintenant à voir ma table de valeurs. Je vais chercher ici, c'est juste des valeurs entières. Fait que ici, j'ai placé le couple 0, moins 6, 2, 2, 2, moins 2. Donc, je suis allé chercher ces deux valeurs-là, deux coordonnées, ou 3, c'est correct. Donc, ça sera assez. Donc, maintenant, j'ai placé mes points, je relis. C'est toujours une droite pleine. Et c'est comme le Y positif isolé et du côté du plus grand, j'assure vers le haut. Regardez bien ici, inéquation numéro 1, je l'ai mis à côté de la droite pour bien l'identifier. Bon, en plus, ici, j'utilise un code couleur. Tu n'es pas obligé de faire ça, mais si ça peut t'aider dans tes exercices, tu peux utiliser tes crayons de couleur pour le faire. Donc, la droite bleue, la droite mauve. OK, je continue. Donc, après ça, j'ai ma contrainte numéro 3, qui est une contrainte de non-négativité. Donc, ça, c'est la droite x égale 0, qui est une droite verticale vis-à-vis x vaut 0, donc en fait qui est l'axe des y, et je veux les valeurs plus grandes, donc je veux les valeurs à droite. Et pour la dernière ici, numéro 4, regarde, j'ai toujours identifié chacune des droites frontières. Y est plus grand ou égal à 0, donc je l'ai placé ici sur l'axe des y, et c'est y plus grand, donc vers le haut. Donc là, maintenant, il s'agit de déterminer l'endroit qui est commun à toutes ces inéquations-là. Donc, en fait, si de la droite bleue, je veux en bas, je veux en haut, je veux en haut de la verte et à droite de la rouge. Donc, ça va me donner la zone suivante. Tout ça ici, c'est commun aux 4 inéquations. Et c'est là que ça forme ce qu'on appelle un polygone de contrainte. C'est un polygone, c'est une figure donc qui est soit fermée ou pas fermée. OK? Donc, c'est un polygone de contrainte ou ça peut être une figure non fermée. Si j'avais eu cette figure-là ici, ça aurait été une figure non fermée parce que ça continue jusqu'à l'infini. Mais ça ici, c'est une figure, c'est un polygone de contrainte fermé. Donc, voilà. Donc, tous les points qui sont à l'intérieur de ma zone grise respectent à la fois toutes les inéquations suivantes. Donc, voilà mon polygone de contrainte. Maintenant, à partir d'un polygone de contrainte, je vous montre comment trouver les coordonnées des sommets du polygone. Donc, je vous donne un système d'inéquations. Donc, j'ai une première contrainte de non-négativité selon le contexte qui me dit que les x doivent être plus grands ou égal à 0. Donc, on se rappelle, c'est la droite verticale qui correspond à la zone, à l'axe des y. J'ai ma deuxième, donc ici, ma droite verte, donc qui est ici, numéro 2, vers le haut. J'ai une deuxième inéquation, donc x plus y plus petit ou égal à 24. Et ça sera important que tu comprennes que quand tu as une forme d'inéquation ou d'équation, quand tu as la forme x plus y égale à un nombre, mais ce nombre-là ici, c'est à la fois l'ordonnée à l'origine et ce sera aussi à la fois l'abscisse à l'origine, donc le 0. Donc, x, quand tu as la forme x plus y égale ou plus petit ou plus grand, peu importe, à un nombre, donc tu places le nombre 24 ici, tu places le nombre 24 là, et tu traces ta droite, donc c'est beaucoup plus rapide. Mais il faut que tu aies la forme x plus y, pas x plus 2y, pas 2x plus 1y. Il faut vraiment que tu aies 1x plus 1y. Donc, ça, si ça sera à retenir. Donc, je te le montre ici. Tu pourras placer ça dans tes notes de cours, ce petit rectangle-là.
quand on a la forme x plus y égale nombre, donc tu trouves le nombre sur l'axe des y, tu trouves le même nombre sur l'axe des x, tu traces et tu vas à droite. Ici, évidemment, c'était une ligne pleine parce que j'ai toujours un égal. J'ai une quatrième inéquation, donc une quatrième contrainte qui est de la forme y égale 0x plus moins 8, pardon. Donc, tu rentres ça dans ta table de valeurs, donc tu traces les droites, tu trouves les coordonnées, ça te donne ceci, c'est ligne pleine vers le haut. Est-ce que j'en ai d'autres? Donc, non. Là, ici, je me retrouve avec mon polygone de contrainte. Donc, c'est l'intersection de toutes ces inéquations-là. Donc, la solution, c'est toute la zone grise qui respecte les 4 inéquations. Alors, je peux maintenant continuer. Et là, ce qui m'intéresse, c'est de connaître les coordonnées des sommets, donc des points de rencontre de mes droites frontières. Donc, je vais avoir le sommet A ici. J'ai décidé de ce sommet-là de l'appeler sommet B. Ici, je l'appelle le sommet C. Et là, ici, le sommet D. Donc, l'ordre n'a pas d'importance au niveau des lettres. Ce n'est pas toujours le A qui est à l'origine. Donc, pour certaines personnes, les sommets vont être nommés, vont être tout mêlés. Ça ne dérange pas, mais ça va te permettre de te structurer dans ton problème. Donc, je veux trouver d'abord la coordonnée du sommet A. Qu'est-ce que je vais faire? Donc, j'écris sommet A, je le souligne, ça c'est ma partie, c'est dans ma résolution de problème. Puis, je marque sommet A, puis je vais marquer les inéquations que j'utilise pour le trouver, ou plutôt les équations. Donc, l'inéquation de point A, c'est la rencontre de ma ligne rouge, de mon inéquation numéro 1, et de ma ligne verte. Donc, je vais utiliser tout simplement les deux équations. X égale 0, Y égale 0. Je transforme mes inéquations en équations pour trouver le point de rencontre. Bon, ici, si je dis que le x vaut 0 ou le y vaut 0, nécessairement, je vais conclure tout de suite, sans méthode algébrique et sans calcul complexe, que la coordonnée de A, c'est la coordonnée 0, 0. Mais cette partie-là, même si c'est facile, même si c'est évident dans le graphique, je vais toujours exiger que tu m'indiques. Je trouve le sommet A en utilisant les deux équations des droites frontières pour lequel le point de rencontre est situé de ces deux droites-là, et ben, tu détermines ensuite la coordonnée. Donc, je veux avoir toute cette étape-là dans ta résolution de problème. On va calculer le sommet B maintenant. Le sommet B va aller chercher la droite numéro 1, la rouge, et la bleue, donc la 1 et la 3. Donc, tu prends ton inéquation 1 et 3, tu les transformes en équations. Donc, la 1, la 3 que j'ai transformée en équation. Et c'est là ici qu'on va utiliser l'une des méthodes de résolution d'un système d'équations. Donc, soit la méthode de comparaison, substitution ou réduction. Et c'est ça qu'on va utiliser, la méthode de substitution pour celle-ci. Parce que j'utilise la méthode de substitution. Pourquoi? Parce que j'ai une équation dans laquelle j'ai une variable isolée, puis l'autre, je n'ai pas de variable isolée. Donc, je vais substituer le x qui vaut 0 dans la deuxième. Et c'est comme ça que je vais être capable de trouver la valeur de y. Donc, j'ai substitué x vaut 0 dans la deuxième. Et maintenant, je suis capable de conclure que le y ici vaut 24 parce que 0 plus y, ça fait 0. Donc, y vaut 24. Donc, ça veut dire que ma coordonnée de b, c'est 0, 24. OK, tu te dis, ben oui, c'est évident. Mais c'est évident pour l'instant, oui, mais ce n'est pas toujours simple comme ça. Donc, je te montre comment te structurer dans ton problème. Donc, je l'exige, cette solution-là, dans ta résolution de problème. Le sommet C, c'est la rencontre donc de la droite numéro 3 et de la droite numéro 4. Donc, je vais chercher l'équation de ma contrainte numéro 3 et celle de la contrainte numéro 4. Encore une fois, j'observe, je dois résoudre ce système d'équations-là, soit par la substitution, réduction ou comparaison. Et ici, bon, je vois que j'ai une équation qui n'est pas de variable isolée, l'autre oui, donc méthode de substitution. Tu peux utiliser une autre méthode. Hein. Tu pourrais
isoler le Y dans la première, puis de dire, je vais prendre la méthode de comparaison. Ça t'appartient, mais ça sera aussi bon. Mais moi, j'y vais dans une méthode, on a 3 méthodes, puis j'essaie d'appliquer celle qui s'adapte le mieux selon la situation. Donc, méthode de substitution, ce qui veut dire que comme mon Y est isolé, je vais aller le substituer dans l'autre. Donc, quand je vais voir dans l'équation bleue le Y, je vais le remplacer par 0,5 x moins 8. On fait un petit ménage là-dedans. Donc, le 1x plus 0,5x, ça me donne 1,5x moins 8 est égal à 24. Et là, ben, j'isole le x en faisant plus 8 d'un bord, plus 8 de l'autre, et je divise par 1,5 d'un bord, 1,5 de l'autre. Bon, ici, je ne l'ai pas laissé en fraction, je l'ai laissé aussi en nombre à virgule, et quand c'est un nombre périodique, ce qui veut dire que sur ta calculatrice apparaît 21,333333333, ben ton 3 répété, c'est un nombre périodique, donc c'est pour ça que la petite ligne ici, juste au-dessus du 3. Je poursuis. Donc, 21,3 périodique plus Y est égal à 24. Qu'est-ce que je suis en train de faire là? C'est que je trouvais le X que je substitue dans l'équation numéro 3 pour être capable de trouver le Y. Donc, dans le fond, j'essaie de trouver la coordonnée complète. Donc, je fais le calcul moins 21,3 périodique d'un bord, moins 21,3 périodique de l'autre. Donc, quand tu calcules ça sur la calculatrice, je te montre quand tu as un nombre périodique, qu'est-ce que tu dois faire? Donc, tu dois faire, ben, c'est 24 moins 21, puis là, tu rajoutes des 3, des 3, des 3, des 3, des 3, des 3, des 3. Donc, tu en mets, voilà, j'en ai mis peut-être une douzaine. Donc, Enter. Donc là, tu vois que ça donne le nombre périodique 2,6666666. Ici, il termine par un 7 parce qu'il l'a arrondi, le dernier. Mais en réalité, c'est ça. Bon, voilà. Donc, ça donne 2,6. Je fais disparaître ma calculatrice. Je continue. Je vérifie dans l'autre par mesure de sécurité. Donc, j'ai pris le X qui vaut 21,3. Je l'ai mis dans la deuxième équation. Donc, où j'ai mis le X dans la deuxième équation, mais j'ai aussi mis le Y dans la deuxième équation, dans l'équation numéro 4, parce que dans le fond, je veux vérifier si c'est vrai l'égalité de chaque côté. C'est une autre façon de faire. Donc, effectivement, ça égale à ça. Donc, ça veut dire que ma solution, c'est 21,3 périodique. Point virgule, parce que quand je sépare une coordonnée avec des nombres à virgule, pour être sûr qu'il n'y ait pas de confusion, ça, c'est mon premier nombre, donc je le sépare par un point à virgule et l'autre, un autre nombre à virgule. Donc, c'est pour ne pas me mêler dans qu'est-ce que la virgule du centre, est-ce qu'elle appartient au nombre du milieu, etc. Donc, ça peut être des fois confusionnant. Quel beau mot. OK, maintenant je fais le sommet D. Le sommet D, c'est la rencontre du point 2, de la droite 2 avec la droite numéro 4, donc le point D ici, la verte et la mauve. Donc, j'écris mes deux équations et j'y vais avec la méthode de substitution. Le Y vaut 0. Donc, je remplace Y par 0. J'isole le X, donc plus 8 d'un bord, de l'autre. Et je divise par 0,5, divise par 0,5. Mon X vaut 16. Donc, ma coordonnée, c'est donc 16, 0. Donc, c'est comme ça ici qu'on trace d'abord le polygone de contrainte, ensuite, on doit trouver les coordonnées des sommets de ce polygone-là, et on verra dans la prochaine capsule qu'est-ce qu'on va faire avec ces sommets-là. Donc, mes sommets, je les encadre ici, sommet A, sommet B, sommet D, sommet D, voilà. Donc, ça ici, c'est mes 4 sommets que j'avais besoin pour mon problème. Voilà, ça termine cette capsule-ci. Au revoir, bon travail.